La poésie française et persane avec Daria. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission La poésie française et persane avec Daria. Vous êtes sur Canal TSF, Radio Sans Frontières, ici à Rennes, en France. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous poétique chaque lundi à 17h et en rediffusion le jeudi à midi. Oui, ici, c'est un espace de rencontre à travers les mots, un refuge littéraire. Nous sommes aujourd'hui dans le 13e épisode de la première saison. À la production, c'est moi, Daria, et à la technique, Antoine. Merci à lui. On vous l'avait promis la semaine dernière, aujourd'hui nous allons parler d'Arthur Rimbaud. Donc, nous allons voyager au cœur du 19e siècle à la rencontre de ce poète révolté et flamboyant. Mais avant d'entrer dans son univers, il faut dire que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la réalité en Iran. Oui, aujourd'hui, l'Iran traverse des jours terribles et on peut entendre des crises étouffées. On peut voir une résistance courageuse face à un silence imposé pendant les coupures totales d'Internet et téléphone. En seulement 2 jours, au moins 12 000 Iraniens sans armée ont été massacrés dans les rues. Des milliers d'autres ont été arrêtés. Dans ces moments-là, la poésie devient le cri de l'âme, un souffle pour tenir debout. Pour partager ces traversées, j'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Blécon, coordinateur et animateur de Canal TSF. Il est avec nous aujourd'hui en studio. Bonjour Antoine et bienvenue. Bonjour Daria, merci de m'inviter dans ton émission. Et moi aussi, j'en profite pour exprimer quand même ma sympathie envers le peuple iranien qui souffre, comme tu l'as dit en ce moment, et surtout ma sympathie pour vous, les Iraniens, la diaspora iranienne, qui attend des nouvelles de sa famille, qui est souvent sans nouvelles. Voilà, donc vous avez tout mon soutien, toute ma sympathie, et bon courage dans ces moments difficiles. Merci beaucoup, c'est gentil. Et merci d'avoir accepté, Antoine. Ce n'est pas le coordinateur que j'invite, mais l'étudiant en littérature. Oui. Ça fait combien de temps que tu as fini tes études? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans cette année que j'ai rendu mon mémoire. Et oui, j'ai fait des études de littérature, comme tu viens de le dire. Donc, c'est quelque chose qui m'a accompagné longtemps et qui m'accompagne toujours, et évidemment en particulier la poésie. Oui, bien sûr. J'ai dit quelques mots sur toi, mais les éditeurs aimeraient sûrement t'entendre parler de ton parcours et ton lien avec la poésie, précisément. Alors, moi, mon lien avec la poésie, en fait, il est comme beaucoup de gens. J'ai découvert la poésie à l'école, en même temps que j'ai appris à lire, en fait. On apprend à lire et puis on apprend aussi à apprendre et à réciter des poésies. Alors en France, on commence avec Maurice Carême, qui est un poète vraiment pour enfants. Après, on apprend des fables de La Fontaine. Et puis, on commence à étudier d'autres poètes. Et moi, c'est comme ça que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Et justement, je crois qu'on va en parler aujourd'hui, mais mon poème, pour moi, quand je pense à Arthur Rimbaud, c'est Le Dormeur du Val. Parce que c'est un poème qui m'a accompagné, mine de rien, dans tout mon parcours un peu littéraire et mon parcours d'étudiant et d'analyste
en littérature. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on va le lire, ce poème. Et dans ce poème, il y a ce dormeur qui dort sur un oreiller de cresson bleu. Oui. Et le cresson, il est vert. Oui, bien sûr. Et j'ai fait 6 ans d'études en littérature et je ne comprends toujours pas, aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi ce cresson est bleu. Alors, j'espère qu'on va le découvrir aujourd'hui, mais voilà, pour moi, le dormeur du Val, c'est l'énigme qui m'a toujours résisté, c'est le cresson bleu du dormeur du Val. C'est intéressant pour moi. Je te remercie infiniment. C'est une joie de partager ce moment avec toi, autour de ce poème si bouleversant. Maintenant, je vais vous présenter un poète très célèbre français, Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud est un poète français du XIXe siècle, fascinant et singulier qui, malgré son très jeune âge, a exercé une influence considérable sur la poésie française. Dès l'adolescence, il a montré que son regard sur le monde était différent. Ses poèmes sont riches en images nouvelles, en formulation inattendue et en une sensibilité particulière. Rimbaud n'aimait pas écrire selon les règles anciennes et cherchait sans cesse de nouvelles façons d'exprimer ses pensées et ses émotions. Il a composé la plupart de ses œuvres majeures avant l'âge de 20 ans. Des textes qui deviendront plus tard une source d'inspiration essentielle pour la poésie moderne. Il a vécu à une période troublée de l'histoire de la France, marquée par de profonds bouleversements politiques et sociaux, qui ont fort influencé son esprit et sa vision du monde. Son célèbre poème Le dormeur du Val apparaît également à cette période de sa vie. La vie personnelle de Rimbaud, à l'image de sa poésie, n'était ni calme ni ordinaire. Il a beaucoup voyagé, animé par un esprit d'aventure et une quête constante de nouvelles expériences. Ce qui frappe le plus, c'est qu'il a abandonné très tôt la poésie, alors qu'il était encore jeune, et n'y est jamais revenu. Pourtant, ces quelques années de création ont suffi pour inscrire son nom à jamais dans l'histoire de la littérature, comme symbole de liberté, d'audace et d'innovation. Nous allons maintenant vous proposer une lecture musicale de poèmes d'Arthur Rimbaud avec la traduction persane de Morteza Sarafian
Nos voix seront accompagnées d'une musique composée par Omid Nikvin, diffusée par le studio Résonance de Patrimoine. Prenez ce moment pour écouter, respirer et laisser la poésie parler. Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière luit, c'est un petit val qui mousse de rayons. گودالی است سبز که رودی در آن می سراید و دیوانه وار تکه پاره های نقره فام را به علف ها می آویزد. جایی که خورشید از فراز کوه سرافراز می تابد. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue pâle, dans son hiver où la lumière pleut. دره کوچکی است که از تابش پرتوها جامی سرشار از نور است. سربازی جوان، دهان گشاده و سر برهنه که پس گردنش در تر تیزک های آبی تازه غوطه‌ور است. خفته است. او بر پهنه علف زیر ابر دراز کشیده است. Les pieds dans les gailleuls, il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. رنگ پریده در بستر سبز خود که نور بر آن می‌بارد، پاهایش میان زنبق‌ها در خواب است. لبخند می‌زند. چنانکه کودکی بیمار لبخند می‌زند. در چرت است. ای طبیعت، او را گرم نگهدار. او سردش است. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort, dans le soleil, la main sur la poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. عطرها دیگر لرزه بر بینیش نمی اندازند. او در آفتاب خفته است. دست بر سینه، آرام و 2 سوراخ سرخ در پهلوی راستش دارد. C'est un texte qui donne des frissons. Oui, Antoine, ces vallées que Rimbaud décrit au début, elles semblent tellement paisibles, non ? Alors oui, elle est effectivement, c'est même plus qu'une vallée, c'est quasiment un berceau. Rimbaud commence avec ce petit val qui mousse de rayons, donc il parle des rayons de soleil. Il commence par parler de la lumière et il parle d'une lumière finalement qui est presque tamisée, qui est encore toute neuve. Et je pense que pour moi Rimbaud, en fait, il parle de ce moment, vous savez, où c'est le matin, il faut se réveiller, la vie a pas encore commencé, et puis bon, on a encore envie de traîner un petit peu au lit avant de s'y mettre. Et je pense que c'est ce moment que Rimbaud nous raconte, mais on n'est pas dans notre chambre, pas vraiment. On est dans la nature, mais on est dans une nature qui est très confortable. Oui. Et en fait, c'est ça, dans ce moment où la vie est sur le point de reprendre, mais où elle n'a pas encore repris. Et c'est tout le sens de ce poème, justement, du dormeur. Oui. On a donc le dormeur,
qui est dans son petit berceau, qui est dans son Val, et qui attend de se réveiller, et qui ne se réveillera pas. Oui, oui, carrément. Et pourtant, il y a ce jeune soldat. On croit qu'il fait juste une sieste. Oui, on a cette image en fait on a un mot en français pour ça, c'est le gisant. Donc le gisant en fait c'est un thème en fait de la peinture et de la sculpture. C'est en fait un personnage qui est allongé, qui est généralement qui est mort. Enfin, il y a beaucoup dans la représentation chrétienne, il y a beaucoup de gisants de Jésus, par exemple. Le gisant aussi, c'est souvent une sculpture aussi de pierre tombale. Donc, en fait, gésir, donc le verbe c'est gésir, c'est le fait d'être allongé. Et on a un gisant, du coup, mais qui n'est pas un gisant encore mortuaire. C'est ça, il y a quelque chose de très doux, il y a cette sieste. Et ce soldat, il est présenté comme un enfant. Moi, je pense, parce qu'on est dans un... vous l'avez dit, on est dans une période qui est troublée, où il y a beaucoup de guerres en France, contre c'est une période quasiment tout le reste, tout le reste de l'Europe, l'Allemagne, l'Italie, bon. Et beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de guerres à ce moment-là. Et en fait, là, ce que Rimbaud dit aussi, c'est que les soldats, c'est des enfants. C'est les enfants qu'on envoie à la guerre. Oui. Et c'est pas les gros guerriers pleins de cicatrices. Non, c'est des enfants. Et en fait, et justement, et c'est un enfant fragile, puisqu'il sourit comme sourirait un enfant malade. Oui. Donc on est vraiment aussi, on a une fragilité de l'instant. On en a parlé tout à l'heure, mais on a aussi la fragilité de ce jeune soldat qui est quasiment une poupée de porcelaine en fait, quoi. Et donc voilà. Et donc ce soldat, il dort, on croit qu'il fait une sieste, et on est un peu suspendu comme ça à cet instant. Voilà, je pense. Oui. Et la chute finale d'autres rouges aux côtés de roi. Oui. C'est brutal. C'est complètement brutal. Okay. Parce que c'est 2 trous rouges. Alors, on pourrait parler de la couleur aussi. Oui. On a le Val qui mousse de rayons. On a ce cresson bleu, ce fameux cresson bleu qu'on sait pas, on ne comprend pas pourquoi il est bleu, mais bon, il est bleu. Et des trous rouges. Et les trous rouges, évidemment, c'est des impacts de balles. Oui. Et c'est ça qui nous dit qu'en fait, le dormeur ne dort pas. Oui. Il est mort. Oui. Et à cause de tirer. Voilà, en fait, il a été pris dans une bataille, dans une embuscade, on ne sait pas très bien, mais voilà, il a été abattu, et du coup, ce paysage très bucolique, très naturel, et la beauté de la nature. On est avec Rimbaud, on est dans le romantisme. Il est dans sa phase. Il a eu plusieurs phases, Rimbaud, mais là il est dans sa phase romantique. Donc la nature est très très importante chez les romantiques. Et en fait, cette nature, et cette paisibilité, c'est une illusion. Oui. En fait, ce tableau, c'est un tableau de la mort. Et de la mort brutale d'un enfant par balle. Donc c'est une mort violente. Enfin voilà, il y a ce décalage, et c'est ce qui rend effectivement cette chute brutale et marquante. C'est pour ça aussi que le Dormeur du Val est resté dans l'histoire. Parmi les poèmes de Rimbaud, c'est un des poèmes majeurs de Rimbaud, en partie à cause justement de ce décalage et de la brutalité qui vient de ce décalage entre eux. Merci. Vous nous indiquez très bien, comme un tableau illusion. Oui, merci pour cette expression plus forte sur la poésie. Oui. Et c'est d'autant plus un tableau que il y a, à part dans Nature berce le chaudement,
il n'y a pas un verbe d'action dans ce poème. C'est une description. C'est pour ça que je parle de tableau, en fait. Oui, c'est que on est dans quelque chose qui est figé. Et j'aimerais bien si on reprend un peu le poème, et voilà, on a ce petit Val qui monte de rayon. Tout ça, c'est de la description, et on va. C'est comme si on avait une caméra en fait, qui se déplace doucement et qui arrive sur une nature morte en fait. De ce dormeur, mais il n'y a rien qui bouge dans ce poème. On aimerait bien qu'il y ait ce mouvement de la nature qui berce, qui fasse quelque chose. Mais non, il n'y a rien qui bouge dans ce poème. Pour ça, c'est vraiment un tableau. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du gisant et qu'on retrouve en peinture et en sculpture. Parce que pour moi, c'est un poème c'est une image. Oui. Quand je lis Le Dormeur du Val, j'ai l'image du dormeur, mais j'ai l'image du Val. Je me le représente. Et c'est aussi c'est aussi la grande force de suggestion de Rimbaud, c'est qu'on le voit, cet enfant qui est allongé et qui oui. Tout à fait. avec le sang qui coule sur le côté. Et ça me rappelle même là c'est vraiment je parlais d'un autre auteur, Marcel Pagnol, qui en fait Marcel Pagnol, donc c'est un écrivain populaire qui est très connu dans la France des années d'après-guerre en fait, d'après la Deuxième Guerre mondiale, et les romans plusieurs romans de Marcel Pagnol ont été adaptés au cinéma. Et il y en a un qui s'appelle La gloire de mon père, et qui a été suivi par Le château de ma mère. Et dans Le château de ma mère, un des personnages clés du roman meurt à la guerre. Et on le retrouve allongé sur des plantes qu'il ne connaît pas. C'est comme ça que c'est annoncé dans le livre, mais il est allongé en fait sur un espèce de cresson bleu, et avec juste un filet rouge qui coule de sa bouche. Et donc c'est dire aussi la force de suggestion et des images, c'est que cette image-là, elle est tellement présente dans l'imaginaire, qu'en fait pour un réalisateur, c'est facile de se la représenter, parce que c'est déjà tout près en fait. Elle est déjà très claire en fait, cette image. Oui. Et je dévie. Est-ce qu'on peut dire que Rimbaud est subversif? Ouais, c'est un sale gosse. C'est un vilain garnement, Rimbaud. S'il vous plaît, expliquez un petit peu. Déjà là, c'est un poème qui est antimilitariste, dans une France qui est en guerre et qui valorise les vertus guerrières. Enfin voilà, on est en guerre, donc il faut se battre. Et Rimbaud prend le contre-pied de ça. Il s'oppose à ça avec Le Dormeur du Val. Et c'est un poème qui est très dur à lire en fait pour un Français, et c'est encore pire quand on connaît les règles. Il y a des règles de lecture en poésie, comme dans toute la poésie. Mais pour quelqu'un qui a l'habitude de lire de la poésie classique, Le Dormeur du Val, il est très dur à lire. Parce qu'il est en alexandrin, donc des vers de 12 syllabes. Mais normalement, un alexandrin, et ça, quand Rimbaud écrit Le Dormeur du Val, ça fait 200 ans qu'on écrit des alexandrins quasiment toujours de la même manière. On écrit, on coupe l'alexandrin, donc les 12 syllabes, on le coupe en deux, et on fait une pause en fait au milieu de l'alexandrin. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ce n'est pas possible de lire Le Dormeur du Val en respectant ce rythme-là. D'accord. Et en fait, il y a plein de pièges pour le lecteur dans Le Dormeur du Val. Il n'y en a pas, de toute façon, qu'on peut lire en respectant cette scansion. Ça s'appelle la scansion. Il n'y a pas un vers qu'on peut lire correctement, en fait, dans Le Dormeur du Val. Et ça arrive donc à une époque où, je disais, on lit les vers toujours de la même manière. Et Rimbaud est donc il a
avant d'écrire, il a fait des études il a été dans un lycée de français, il a remporté des concours de poésie classique. C'est un pur produit, Rimbaud, c'est vraiment un pur produit de l'éducation classique, de la poésie classique française. Et classique vraiment au sens de courant littéraire. C'est-à-dire, il a appris à écrire comme écrivait Racine 2 siècles auparavant. Et Rimbaud, il va faire une espèce de révolution ou de terrorisme poétique en utilisant les armes de la poésie classique. C'est très très technique en fait, ce qu'il fait. C'est qu'il dit, d'accord, je vais vous montrer que je suis capable d'écrire exactement comme vous voulez, mais je vais vous montrer aussi comment je peux mettre le feu à la maison. Oui. Et vraiment. Et en fait, au lieu de couper ses vers en 2, il va les couper en 3. On appelle ça le trirème. Au lieu de faire une césure, donc la fameuse coupure pour respirer, au lieu de la faire à 6 syllabes, il va la faire à 7. Donc du coup on trébuche, c'est plus régulier. Oui. Il va faire aussi ce qu'on appelle des rejets. Donc en fait, la phrase, au lieu de se terminer à la fin du vers, elle se termine au début du vers suivant. Donc, on ne sait plus où on doit couper. On est pris entre la scansion, donc le rythme du poème, et la logique, en fait, de la phrase, de la prose, pour le coup. Et voilà. Et Rimbaud, il n'arrête pas, en fait, de nous dans toute sa poésie, de mettre des pièges de plus en plus élaborés pour nous empêcher, mais vraiment, c'est ça, il nous empêche physiquement de lire la poésie comme on la lisait avant. Et ça, c'est pas le seul, mais c'est la marque de Finbrique. C'est pour ça que Rimbaud est autant lu et c'est pour ça qu'il a traversé les siècles. C'est que pendant 4 ans, il a écrit pendant 4 ans Rimbaud, et pendant ces 4 ans-là, il n'a fait que dynamiter la poésie classique qui faisait foi en fait jusqu'à ce moment-là en fait. Oui. Et il a mis toute son énergie là-dedans. Oui. Et il a réussi. Oui, bien sûr. Évidemment, il était très très talentueux. Oui, bien sûr. Oui, mais il avait un mauvais fond. Hein. J'insiste. Il voulait vraiment faire du mal à la poésie classique, quoi. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment, Antoine, d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir accueilli encore une fois. Merci. Ta présence a vraiment enrichi ce moment. En lisant ces vers, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'Iran. Ce contraste entre la beauté de notre peuple et la violence qu'il subit. Comme ce soldat, tant de rêves sont fauchés par l'injustice. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, un simple poème peut parfois donner la force de continuer.
Je vous souhaite des jours plus paisibles. À lundi. Au revoir. Au revoir.